Toujours focalisé sur nos héros, Ellie et Joel vont croiser la route de personnes mystérieuses qui vont faire décoller la série. Du moins, je l'espère. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une nouvelle fois sur la série The Last of Us. Comme à chaque fois, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à ça. Vous y trouverez ma première vidéo sur le test de The Last of Us 2 qui sert en fait de contexte à la série, puis ma vidéo sur l'épisode 1 qui donne un avant-goût sans spoilers. Ah oui, alors j'oubliais, il faut absolument que je prenne l'habitude de prononcer The Last of Us et non pas The Last of Us. On m'a repris dans les commentaires et je remercie cette personne d'ailleurs. Normalement ça se prononce comme ça, quand il y a une voyelle on dit of us. Et c'est pour ça que j'entendais beaucoup de gens prononcer comme ça. Bref, comme vous avez pu le remarquer, l'épisode 5 est sorti plus tôt que prévu en raison du Super Bowl qui était situé à peu près en même temps. Et Prime Video a eu l'intelligence de diffuser l'épisode dans la nuit de vendredi à samedi. Ce qui est, mais alors parfait pour nos soirées pizza du samedi soir. Bon, en tout cas, je constate que les gens étaient moins excités dans les commentaires de ma vidéo précédente. Voilà, ça me fait un peu souffler. Disons que l'euphorie commence à descendre doucement au fur et à mesure des épisodes. Donc, après toute cette guerre, cette bataille, j'invite les résistants et les gens qui sont restés sur ma chaîne depuis tout ce temps et qui ne sont pas abonnés, évidemment je les invite à le faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dites-vous bien que la série The Last of Us, depuis le début, a dû me faire perdre à peu près entre 3 et 400 abonnés. Vu que je ne dis pas exactement ce que les gens veulent entendre, eh bien forcément je perds des abonnés. Alors que franchement, comparer mes vidéos à ceux qui chient sur la série, mais vraiment, je me trouve nettement plus objectif. Bref, trêve de blabla, entrons en profondeur dans l'épisode 5, Endurer et survivre, toujours réalisé par Jeremy Webb, donc le même réal que l'épisode précédent, et scénarisé par Craig Mazin. Une série, je l'espère, à ne pas confondre avec la parodie Super Mario. It's a me, Mario. Le peuple se rebelle complètement à Kansas City, et Kathleen met la main sur les collaborateurs de la Fedra et les interroge pour trouver Henry. La piste remonte à un certain Edelstein, pendant que les deux héros se planquent dans un grenier. Et ce, le temps que les choses se tassent, mais ils se retrouvent obligés de quitter les lieux dû à un manque de provisions. Et c'est ainsi qu'ils vont tomber sur Ellie et Joel. Les quatre vont donc apprendre à collaborer ensemble, mais vont malgré tout se faire rattraper. Heureusement, les infectés seront là pour faire diversion, ainsi que bouffer Kathleen. Hélas, Sam se fait toucher et Henry met fin à ses jours avant de se tuer. On repart donc sur un format de moins d'une heure, à peu près 55 minutes, et je trouve ça un peu dommage que la série ait complètement abandonné ses intros sur la pandémie. Ça apportait une sacrée ambiance à chaque fois, même s'il y avait des petites incohérences. Ici, on va nous présenter une introduction sur l'évasion de Sam et Henry, avant de se retrouver là où on nous avait laissé à la fin de l'épisode 4, histoire de reboucher les trous. Bon les gens, je suis colère. Ils ont décidé de faire de Sam un muet. Alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les jeux, normalement Sam n'est absolument pas muet, c'est encore un délire inventé par la série. Et sur le coup j'ai fait « Oh non, oh non ». On sait tous très bien pourquoi ils ont fait ça, c'est pour remplir le quota d'handicapés. C'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot. Handicapé, c'est pas un gros mot, voilà je le dis. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les handicapés, ça n'a rien à voir, c'est le mot qui a été inventé pour. Bref, c'est là pour le quota afin de marquer des points dans leur fameux score ESG. C'est réellement quelque chose d'imposé dans les grosses productions. On peut penser par exemple aux Oscars, vous savez, je crois que pour avoir le meilleur film, il faut avoir un quota d'handicapés parmi l'équipe technique. Du coup, en ce moment, on utilise beaucoup les muets parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en scène. Et c'est la raison pour laquelle on l'en voit de plus en plus dans les dernières productions, comme par exemple The Walking Dead ou même Les Éternels avec la même actrice, ou encore tout récemment The Witcher Blood Origins. Donc, dans le cas de The Last of Us, ils ont sacrifié la voix de Sam pour cocher une énième case. C'est d'une absurdité sans nom à laquelle je n'aurais rien dit si ça apportait réellement quelque chose à l'histoire. Si par exemple on crée un enjeu autour de ça, par exemple Sam qui se retrouve piégé parmi des infectés, ce qui d'ailleurs avait été brillamment utilisé dans la série The Walking Dead. Et si ça avait été juste pour ajouter plus, soi-disant, de profondeur, de crédibilité, ça ne m'aurait posé aucun problème si ça ne concernait pas un personnage qui existait déjà dans le jeu, si ça ne consistait pas à travestir un personnage déjà existant. Donc Sam fait donc partie des personnages fondamentalement différents des jeux, car il faut aussi prendre en compte qu'il n'est pas censé être aussi jeune. Dans les jeux, normalement,
il est censé avoir à peu près la même tranche d'âge qu'Ellie. Et c'est justement ça qui fait qu'ils arrivent à bien sociabiliser ensemble. Les deux adolescents sont sur la même longueur d'onde. Or là, cette relation m'a paru forcée, vu qu'elle était handicapée par le fait que Sam était muet. Et surtout, je trouve qu'on a raté encore une occasion de rendre Ellie plus attachante. Vraiment, les deux jeunes, normalement, avaient à peu près le même âge dans le jeu, et on pouvait presque croire, si on n'avait pas joué au DLC, qu'un début de relation était en train de se créer. Revenons-en à nos moutons. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, Kathleen a l'air d'avoir une dent contre la Fedra. Le régime avait l'air tellement autoritaire vu comment ils en parlent, avec des gens qui dénonçaient leurs voisins, ce qui nous rappelle forcément les heures les plus sombres de notre histoire. Kathleen veut absolument prouver qu'elle n'est pas comme la Fedra, mais elle est très vite en train de dérailler du côté obscur de la vengeance. Même si, personnellement, je trouve que ça manque peut-être d'un poil de subtilité. Vous savez, il y a un dialogue à la fin avant l'invasion des infectés, un dialogue qui n'a pas trop de sens, genre elle dit que les enfants doivent mourir, enfin c'est... He's just a fucking kid! Well, kids die, Henry. They die all the time. C'est vraiment là pour dire t'inquiète pas, elle est méchante. Du coup elle s'en prend aux enfants. En tout cas, ce que l'épisode nous apprend, c'est que la vengeance de Kathleen a fini par la tuer. En effet, dans l'épisode précédent, elle a préféré privilégier la chasse d'Henry plutôt que de s'occuper du problème caché dans le sous-sol. Un problème évidemment à l'origine de l'invasion des infectés dans l'épisode 5. On apprend également qu'Henry était un ancien collaborateur de la Fedra. Ce dernier a donné des informations pour guérir Sam d'une leucémie, ce qui aurait apparemment tué indirectement le frère de Kathleen. Raison pour laquelle cette dernière a fait d'Henry une affaire personnelle. C'est vraiment que personnel. Alors autre chose, rien à voir, mais j'ai appris que son bras droit, Perry, si je me trompe pas, est joué par Jeffrey Pierce, qui est à l'origine l'interprète de Tommy dans le jeu The Last of Us. Et franchement, entre nous, vous ne trouvez pas que physiquement, il aurait fait un meilleur Tommy? Genre, certes, un poil vieux, mais quand même. Bon, je vous cache pas que je commence doucement à trouver le rythme un petit peu longuet. Tout fait prétexte à éviter le plus d'action possible. Et très honnêtement, sans la scène de fin, je me serais clairement endormi. Lorsqu'on entend ce qui semble être des infectés, j'ai monté le son à fond, je me suis dit ça y est, enfin de l'action! Avec ça, j'étais tellement impatient d'en voir plus que les quelques images qu'on pouvait voir du colosse dans les trailers. Un colosse qui n'aura finalement pas servi à grand chose à part imposer sa présence et tuer un mec de la même façon que dans le jeu. C'est-à-dire qu'on ne verra jamais les héros mis en danger par ce fameux monstre, là où il y avait tant à faire. C'est une mine d'or qui n'exploite jamais. Lorsque le colosse a été teasé pour la première fois dans les trailers, vraiment, je pensais qu'on allait avoir une phase à la Predator, une phase comme dans le jeu finalement, où les héros allaient devoir trouver une solution, collaborer entre eux pour pouvoir tuer ce monstre. Et non, malheureusement, il n'y a rien de tout ça. En tout cas, à chaque fois que je voyais une nouvelle scène avec Kathleen, j'étais là... allez, plus qu'à attendre la fin. Surtout qu'arrivé au final de l'épisode, où elle se fait choper, mordre, tabasser par un infecté, je me suis dit, attends, quoi? Mais... tout ça pour ça, tout ce lore n'aura finalement servi à rien. Je pensais qu'il s'agissait d'un ajout qui allait nous suivre jusqu'au bout de la série. C'est exactement le même syndrome que Bill et Frank, qui n'apporte rien de plus à l'histoire. C'est juste là pour créer un peu plus de complexité afin de remplacer les gunfights dans le jeu qui avaient un sens. Toutes ces scènes d'action dans le jeu avaient un sens puisque ça permettait au contraire de renforcer les liens avec Henry, Sam, Joel et Ellie. Donc peut-être qu'il fallait se concentrer uniquement sur ça et pas sur autre chose. Parce que justement, l'introduction avec Sam et Henry n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Ce n'est pas comme si on nous avait fait un flashback pour nous raconter l'histoire depuis le début. Vous savez, par exemple, un flashback sur la maladie de Sam. Dans l'introduction de l'épisode 5, on nous montre simplement ce qu'on n'avait pas vu avant dans l'épisode 4, et je trouve que ça n'apporte absolument rien à part faire du remplissage. Car on avait déjà à peu près compris ce qui s'était passé de leur côté. Sauf peut-être leur lien d'affiliation avec le docteur qui, également, n'était pas très intéressant. Je veux dire 15 minutes d'introduction pour ça quand même. D'ailleurs c'est marrant, je me fais toujours la réflexion, mais 20 ans plus tard, ils ont toujours pas mal de boîtes de conserve. Ça a l'air d'aller plutôt bien, même si bon, dans le jeu, c'était également le cas. C'est une réflexion que j'avais déjà en jouant au jeu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Bill est devenu la solution magique pour justifier les provisions illimitées, mais je me demande quand même jusqu'où cette justification va aller. En tout cas, je constate qu'ils se sont arrachés pour la reproduction de l'école souterraine, et d'ailleurs c'est dommage parce que
ça ne servira que pour une scène. Et pareil pour la maison avec le sniper, c'est quasiment la même que dans le jeu. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que Joel a l'air d'avoir un sniper illimité. D'ailleurs, je crois que dans le jeu, à ce moment précis, le sniper est réellement illimité, parce que c'est plus ou moins scripté. Donc voilà, c'était plutôt rigolo. Par contre, et là, on va devoir faire un point qui me semble important, à propos de Joel. Voilà, Joel commence un peu à me faire peur, parce que j'ai l'impression de voir la version fragile de The Last of Us 2, une version qui était parfaitement justifiée dans le contexte de cette suite, mais par contre je rappelle que cette première saison est censée adapter le premier jeu, pas le deuxième. Dans la série, Joel passe limite son temps à être désolé d'exister, là où Ellie continue de l'envoyer chier. Yeah, you really aren't. I mean, it was my fault. Alors que dans The Last of Us 1, c'est Joel qui faisait taire Ellie, jamais l'inverse, et il avait bien raison, parce que c'est lui qui a l'expérience de la survie, pas elle. Elle, c'est une gamine, lui, c'est le bonhomme. Je vous emmerde, vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Au début du jeu, il était sévère avec Ellie, justement, parce qu'il veut prendre soin d'elle, parce qu'il veut qu'elle reste en vie, parce que c'est la jungle. Dans cette série, c'est un peu l'inverse, on dirait que c'est Ellie qui éduque Joel. Comment voulez-vous que je m'attache à une gamine qui lâche des phrases comme ça? That's right. It's a weird fucking tone, man. That's just the way he sounds. He has an asshole voice. Joe, tell him he's okay. La ferme! Meuf, sérieusement? Vous avez rigolé dans l'épisode d'avant? That's my boy. That's my boy. Je ne vous cache pas que j'arrive à un stade où je commence à ne plus supporter Bella Ramsey dans ce rôle. Ce n'est pas Ellie. Voilà, ce n'est pas Ellie, c'est juste une adolescente grossière et mal éduquée. L'autre truc insupportable aussi, c'est Joel qui planifie un plan avec Henry. C'était vraiment un moment de répit qu'on accordait aux enfants pendant que les adultes faisaient leur boulot, un petit peu comme des parents. Et c'est vraiment dans cette scène qu'on a ce sentiment que Joel se comporte comme un père. C'est le papa qui s'occupe de tout. Tandis que là, dans la série, mais c'est limite Ellie qui prend les devants. This whole area belongs to Kathleen, She's in charge. leader of the resistance. Sérieusement les mecs, il sert à quoi Joel? Laisse faire les grands, va jouer avec Sam tiens. Je n'en peux plus de cette volonté de créer des personnages féminins indépendants sans réelle réflexion derrière. C'est dans The Last of Us 2 qu'Ellie devient vraiment adulte et indépendante. Pas dans le premier. Dans le premier, on voit son évolution. Je n'ai pas compris aussi pourquoi elle cherche à soigner Sam avec son sang, Sam qui s'est fait mordre. Pourquoi ne pas avoir essayé avec Tess? Genre Tess, elle aimait moins. C'est un peu bizarre parce que après ce qu'elle a vécu avec Tess, ça aurait dû l'effrayer de voir que Sam s'est fait mordre. Là, elle ne panique absolument pas, c'est vraiment « Oh merde, t'es mordu !» Non, t'inquiète pas, Bibi a une solution, regarde. Non, ça marche pas là. En tout cas, la scène finale est quasiment la même que dans le jeu, mais en moins bien parce que elle est censurée. Là, c'est vraiment, il pose son flingue sur sa tempe, on change de plan sur quelque chose d'autre, et on entend le bruit. Dans le jeu, c'était vraiment... Tac! Mort! Bref, la censure quoi. Mais enfin bref, passons dans la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente avant de conclure. Partie commentaires, promis, sans sel, cette fois-ci je vais réellement mentionner des commentaires comme par exemple ceux de Quentin BGZ ainsi que Pink Unicorn. En gros, ils réagissent par rapport à mon coup de gueule de la semaine dernière. Ils me conseillent plutôt de concentrer toute mon énergie sur mon audience, les gens qui me suivent, plutôt que les gens qui me méprisent. Et alors, j'en suis parfaitement conscient, je suis à 100% d'accord. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce que je finis par faire dans mes vidéos sur les zones de pouvoir. Mais par contre, je pense que vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais c'est un exercice particulièrement difficile. Surtout dans cette série où 80% des gens vont dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, on n'a jamais vu ça, et 20% vont dire que c'est une chiasse infernale. Donc je suis d'accord sur ça, surtout que c'est vrai que c'est moi qui me suis mal exprimé la dernière fois par rapport à la bouteille de vin empoisonnée. Mais en fait, moi ce qui m'a trigger, c'est vraiment le mépris des gens. Il y a vraiment des gens qui ont une façon de t'énerver, mais une façon chirurgicale de trouver l'endroit où ça fait mal, de bien appuyer dessus comme ça, hein. Ah t'aimes pas hein, ça, hein, t'aimes pas ça hein. Malgré le fait que je dise que j'ai bien compris la scène, il y a des gens qui étaient là à me dire dans les commentaires ou sur Twitter que je n'ai pas compris la chose la plus simple à comprendre. Bah, c'est simplement parce que je l'ai déjà comprise. Et à partir du moment où j'explique ça en commentaire, il y a des gens qui insistent pour dire non mais t'as pas compris en fait. Juste arrête d'essayer de te raccrocher aux branches là. Et c'est là tu l'as comprise. What about you? Comment voulez-vous ne pas vous énerver face à des gens méprisants comme ça? Des gens mais hautains, mais vraiment c'est incroyable. Donc oui, je vais vraiment essayer de
de faire un maximum d'efforts pour, concentrer mon énergie sur les gens qui me suivent, ils sont majoritaires sur ma chaîne. Et si jamais je m'exprime mal, j'oublie quelque chose ou je fais une erreur, eh bien, je me réexpliquerai calmement dans la partie commentaire de la vidéo suivante. Nous avons Ackerman qui nous dit, je cite, « C'était possible d'avoir quelqu'un d'encore moins charismatique en chef de rebelle, XD ». Alors je n'ai pas osé sortir parce que personne ne le dit, mais tout le monde le pense très fort. Je n'ai pas osé le sortir parce que j'allais encore me faire traiter de réac. Vraiment, dans cette série The Last of Us, on se croirait parfois revenu dans les heures les plus sombres des Walking Dead. Vous savez, ce que j'adorais avec Negan, c'est qu'il incarnait toute la monstruosité et la toxicité d'un homme dans un univers cruel comme ça, où la loi du plus fort fait rage. Pour survivre, il faut être fort. C'était au contraire une façon intelligente de dénoncer le méchant patriarcat. Ce que la société cherche paradoxalement à faire aujourd'hui. L'espèce de méchante dans Fear the Walking Dead, pour moi, c'est un grand lol. Ça n'a aucun putain de sens. Ça devrait être la première à se faire bouffer par ses propres hommes. Et dans The Last of Us, l'interprète de Kathleen, a tout l'air d'une maman complètement adorable, une mamounet. Je pensais qu'ils avaient fait ça pour faire une méchante, pas vraiment méchante, comme Reva dans Obi-Wan. Au final, il n'en est rien. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'on ne sait pas faire de véritables antagonistes féminins si on accepte, Alpha dans Walking Dead. Là, pour le coup, ça c'était bien. Vraiment, parce que ça collait à l'aspect mystique, des chuchoteurs. Et nous finissons sur Cheat Bob qui revient sur ce que j'ai dit précédemment par rapport à la censure de la série qui, selon moi, est trop excessive. Il nous dit qu'à partir du moment où, dès l'épisode 1, Joël frappe la vieille sans qu'on n'y voit rien, il ne faut plus attendre quoi que ce soit au niveau de la violence. La série sera donc censurée jusqu'au bout, ce qui n'a aucun sens. Surtout de la part d'HBO qui nous lâche des dingueries, mais graphiques, comme par exemple House of the Dragon, la scène avec Daemon qui découpe des gens. Vraiment. Alors pour info, j'ai vu des critiques de gens qui ont vu la série entièrement en avant-première. Et ces gens-là, j'ai discuté avec eux. Malheureusement, cette censure se suit jusqu'au bout, notamment sur le passage. Vous savez, le passage qui est obligé d'être gore. Je dis qu'un mot. David, voilà, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas joué au jeu, là, je dis juste David, et bien apparemment ça aussi ça sera censuré. Et voilà, je suis joie. C'est débile, ça n'a aucun sens et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et voilà, cette série est vraiment en dents de scie pour moi. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais également plein de choses qui me déçoivent. Je trouve les scènes d'action plutôt bonnes, c'est impactant, mais on n'en voit clairement pas assez. Alors que la série est quand même censée avoir coûté très cher et qu'elle adapte un jeu essentiellement basé sur de l'action. Pour l'instant, je trouve la série très radine en matière de scènes d'action, comme par exemple ce colosse, encore une fois, qui ne sert à rien à part être là, à part dire voilà, on a fait comme dans le jeu, on a animé un colosse en 3D pour avoir notre money shot, alors que franchement, on aurait adoré une confrontation beaucoup plus directe. Et vu qu'ils ont retiré le concept des sports dans la série, ils ont retiré ce qui faisait l'essence du colosse, le fait qu'il s'arrache des morceaux de corps pour en faire des bombes à sport, ce qui aurait fait des scènes d'action complètement géniales. Et c'est justement ça qui rendait ce monstre redoutable. Ça me fait beaucoup penser au tout premier film, Resident Evil. Dans le premier film, on voit le liqueur, et le liqueur normalement sont aveugles, et ce concept n'est jamais utilisé dans le film. Le fait d'en faire des monstres exactement comme le film, sans un bruit. Et à côté, comme je vous l'ai dit, Ellie, je n'y arrive définitivement pas. Vraiment, elle m'agace, et Joël commence de plus en plus à me décevoir. Donc, à voir quand même pour la suite, même si je m'attends une nouvelle fois à quelque chose de beaucoup plus soft au niveau de la violence. Bref, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et analyses dans les commentaires, car comme à chaque fois, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.